Bonjour à tous et merci d'assister à notre keynote sur les nouvelles tendances du retail. Donc, je suis Ingrid Letu, je suis en charge de l'équipe commerciale pour la France et l'Italie chez Checkout.com. Je te laisse te présenter. Et je suis Fabrice Prévost, donc directeur commercial chez Checkout.com. Ouais, en fait, ça allait. Alors, quelques mots sur Checkout.com en introduction. Donc, nous sommes une solution de paiement unifié. Notre mission est d'aider les e-commerçants et leur écosystème à prospérer dans l'économie numérique. Très concrètement, nous sommes un PSP, prestataire de services de paiement. Et une de nos particularités est que nous disposons d'une plateforme de paiement unifiée qui permet de gérer les transactions en ligne de bout en bout, à travers toutes les étapes de la chaîne de valeur du paiement qui est complexe et qui va faire intervenir des réseaux de cartes, des processeurs, les banques des porteurs de cartes. Et donc nous gérons l'intégralité de ce voyage des transactions. Nous avons été créés en 2012. Donc nous avons une plateforme de paiement de dernière génération. Notre siège est situé à Londres, mais nous sommes aujourd'hui présents dans 22 pays sur les 5 continents, avec notamment un bureau français qui est assez important, avec 75 personnes, qui sont des experts de l'écosystème local, des Customer Support Managers, des équipes produits, des équipes commerciales, qui donc travaillent au plus près des marchands français. Nous avons la chance d'avoir connu une croissance importante ces dernières années, 300% de croissance du volume de paiement d'une année à l'autre sur les 3 dernières années. Et également, nous avons les moyens de nos ambitions. Nous avons levé 1 milliard de dollars en début d'année, ce qui porte le montant total des fonds levés à presque 2 milliards et nous permet de continuer à financer notre expansion à l'international, mais également les innovations. Aujourd'hui, nous travaillons avec des e-commerçants de tous secteurs, à commencer par des retailers. Vous voyez quelques logos s'afficher ici. Donc, pour citer des retailers français, LDLC par exemple, VP ou Back Market ou Ipnia, mais également des grandes références internationales que nous accompagnons dans tous les pays, comme par exemple Farfetch, Adidas ou d'autres. Voilà. Alors, pour en venir au sujet d'aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les principaux résultats du guide du retailer. C'est une étude que nous avons menée auprès de 10 000 clients à travers le globe, dont 1 000 clients français et 500 retailers, dont... en fait, oui, pardon, la stat est faute, c'est 1 000 retailers, dont 250 en France. 4 tendances majeures se dégagent de cette étude. La première, c'est l'inflation. La hausse des prix affecte bien évidemment les habitudes d'achat des Français. La deuxième, les consommateurs explorent de nouveaux canaux d'achat dans un paysage concurrentiel qui, lui, se durcit. Et les consommateurs, dans ce contexte un peu anxiogène, sont plus que jamais très soucieux de la sécurité en ligne. Alors, la hausse des prix. Le contexte inflationniste est évidemment pas le contexte souhaité pour continuer à accroître son activité en ligne. Néanmoins, paradoxalement, il attire aussi d'autant plus les consommateurs sur les sites web, pour la bonne et simple raison qu'ils peuvent plus facilement comparer les prix et acheter en ligne en ayant le sentiment d'avoir acheté au meilleur prix. Donc les consommateurs confirment leur enthousiasme, qui avait cru finalement pendant la période de la pandémie. Et ce qu'on constate par rapport aux consommateurs français, c'est que 2 sur 3 aujourd'hui déclarent acheter en ligne plusieurs fois par mois. Ce qui est intéressant parce qu'on constate dans les dernières statistiques, notamment de la FEVAT, que le nombre d'acheteurs continue à croître, mais plus lentement. Et donc l'enjeu de la fidélisation et de la fréquence d'achat prend d'autant plus d'importance. Et derrière ça, l'enjeu de l'expérience d'achat et notamment du paiement. On a également 83% des consommateurs français qui affirment que le futur du retail est en ligne. Ce chiffre est en croissance de 10% par rapport à l'année dernière. Et cette statistique est plus élevée que ce qu'on a pu constater dans le cadre de cette étude auprès des consommateurs des autres pays. Donc, je l'ai dit, l'inflation incite les clients à aller de plus en plus en ligne pour trouver les meilleurs prix. C'est la raison citée par un tiers des répondants.
Ce qu'on constate aussi, c'est que face à cette crise du pouvoir d'achat qui se met en place malheureusement, plus du tiers des consommateurs réduisent les dépenses non essentielles pour faire face à la hausse des prix. Donc face à ça, on voit des retailers qui réfléchissent à leur stratégie de prix. Pour des articles jugés essentiels, par exemple de l'électroménager, des machines à laver, on a pu constater ces derniers mois que la hausse des coûts pour les fabricants et les distributeurs était au moins en partie répercutée sur les prix d'achat, mais ce n'est pas nécessairement le cas sur les autres types d'achats jugés non essentiels. Et c'est d'autant moins le cas que la grande majorité des retailers interrogés, 92% des retailers français, craignent que rehausser les prix ait finalement un impact sur leur activité et donc que les gens achètent moins. La deuxième tendance, les consommateurs explorent de nouveaux canaux d'achat. Alors, ils explorent de nouveaux canaux d'achat. Déjà, pendant la pandémie, les consommateurs se sont ouverts. Ils ont découvert des nouveaux sites, des sites à l'étranger. Ils ont été sur des marketplaces. Ils ont découvert des sites de seconde main. Et cette tendance, dans ce contexte qui change, se confirme avec un consommateur sur 4 qui déclare être plus enclin à faire ses achats sur des sites de seconde main dans le climat économique actuel. Face à ça, les retailers s'adaptent et intègrent finalement les marketplaces dans leur stratégie de distribution comme un canal supplémentaire. Un quart des retailers interrogés envisagent de vendre sur les marketplaces du fait que c'est une source supplémentaire de revenus. Une autre tendance qui est particulièrement forte en France, c'est que plus du tiers des consommateurs interrogés espèrent trouver des produits locaux sur les marketplaces. Et donc justement, ça répond aussi à une crainte des consommateurs français qui sont particulièrement gaulois et veulent défendre le retail français. Ils craignent que l'économie numérique menace les marchands locaux. On pense évidemment au Amazon, Alibaba, etc. Et donc, il y a une forme d'éco-responsabilité, de responsabilité locale qui est particulièrement prononcée parmi les répondants français qui ont été interrogés dans cette étude par rapport aux autres répondants des autres pays. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est que, évidemment, les retailers s'adaptent et n'ont d'autre choix que de s'adapter à ces changements, mais seuls 13% des retailers interrogés nous ont dit envisager de proposer une offre marketplace de seconde main l'année prochaine. Alors évidemment, ce n'est pas forcément simple de mettre en place ce genre de solution, mais c'est vrai qu'on se serait attendu à une statistique un peu plus importante. Là, on vous a mis l'exemple de VP qui n'est jamais en retard et qui a lancé qui est un de nos clients et qui a lancé sa marketplace de seconde main VP Recycle comme inspiration. Dernière tendance, vos derniers points sur cette tendance, la montée en puissance du Buy Now, Pay Later, donc les moyens de paiement différés et fractionnés. On parle en France d'un marché quand même de 10 milliards d'euros en 2022. Donc la croissance est énorme, plus 40% par rapport à l'année dernière. Et on comprend bien que dans ce contexte économique complexe, le BNPL puisse être un des leviers pour maintenir le pouvoir d'achat. Et par ailleurs, face à des consommateurs qui sont de plus en plus éco-responsables et qui donc, dans l'absolu, aimeraient pouvoir acheter plus local, de meilleure qualité, plutôt que de faire du fast purchase de nombreux biens de moindre qualité, ça implique souvent d'acheter un peu plus cher. Le BNPL peut aussi aider quelque part à satisfaire ce besoin de nos consommateurs. Ce qu'on constate, c'est que 22% des consommateurs français déclarent envisager d'avoir recours au BNPL. C'est le double de l'année dernière. Donc ça reste relativement modeste par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres pays, par exemple en Allemagne ou dans les pays nordiques, mais la tendance est hyper claire. Et les retailers français, notamment, l'ont bien prise en compte. La moitié des répondants des retailers interrogés nous ont déclaré avoir une ou plusieurs solutions de BNPL sur leur site. Et 18% ont déclaré également y songer. Donc évidemment, c'est une des tendances que nous avons prises en compte chez Checkout avec une offre de moyens de paiement proposée sur notre plateforme unifiée qui ne cesse de s'agrandir et qui comprend bien entendu des BNPL. Et je passe la main à Fabrice. Et la zapette. Merci. C'est bon pour le son? Alors,
Troisième tendance qui ressort de cette étude, c'est le paysage concurrentiel qui est plus intense que jamais. Alors, ce paysage concurrentiel qui est difficile implique qu'il va y avoir des hausses de prix qui sont inévitables, on l'a vu tout à l'heure, et les consommateurs ainsi que les commerçants le savent et s'y attendent. Ça signifie que les commerçants doivent comprendre les priorités de leurs clients et au-delà du simple sujet du prix, bien évidemment. Et la question va être de savoir comment fidéliser cette clientèle, augmenter les parts de marché dans un contexte, on l'a vu, de hausse probable des prix. Alors, dans cette étude, nous avons relevé 4 incontournables qui ressortent de cette étude pour les consommateurs français. Et on va s'arrêter déjà sur 2 d'entre eux. On va s'arrêter sur la livraison gratuite et les retours gratuits. Donc la livraison gratuite et les retours gratuits ressortent comme 2 incontournables pour les consommateurs français, respectivement à 52% et 55% des consommateurs. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est comment tenir compte de ces incontournables, donc je le répète, la livraison gratuite et les retours gratuits, dans ce contexte de hausse de prix. Alors, vous le savez, nous avons tendance toujours à surévaluer la valeur de ce qui est offert. Ainsi, les frais de livraison offerts paraissent être une offre super intéressante, même s'ils sont répercutés sur les prix. Et on a en effet tendance à avoir du mal à justifier le prix d'un service qui est invisible. Et la livraison, c'est un peu un service invisible. Il y avait une étude de la Wharton School qui montrait que les consommateurs préfèrent économiser 7 $ de livraison plutôt que de payer la livraison sur un produit qui serait 10 $ moins cher. Donc il y a un petit peu un paradoxe ici. Et à ce petit jeu, c'est sans doute, une fois de plus, Amazon. Mesdames et messieurs, la cérémonie des Paris Retail Awards va commencer à 12h30 en salle plénière avec la présence des 8 mentors du salon. Merci. Venez découvrir les gagnants 2021. Merci. Donc on aura les gagnants tout à l'heure. Patientez, c'est dans 20 minutes. Donc je le disais, sur ce petit jeu de l'illusion de la gratuité, c'est sûrement Amazon qui exploite le mieux cette illusion, avec son service Prime qui, entre guillemets, offre les frais de port en échange d'un abonnement payant. Et d'ailleurs, on peut noter que cet abonnement payant est dans une phase d'augmentation lui aussi, donc même Amazon augmente ses prix. Donc le conseil qu'on peut avoir pour les commerçants ici, c'est de profiter de cette hausse des prix inévitable pour finalement proposer la livraison gratuite ou la livraison à moindre coût, ainsi que les retours gratuits. C'est quelque chose qui est attendu par les consommateurs, donc autant ne pas s'en priver. Alors, concernant spécifiquement les frais de retour qui sont gratuits, notons néanmoins que certaines enseignes, comme Zara, H&M ou Uniqlo, reviennent sur ce concept de gratuité. Alors, ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques, mais il y a aussi finalement une réflexion sociétale autour de l'impact écologique des retours. Alors, c'est bien sûr l'impact des frais, l'impact du transport, mais aussi le fait qu'une partie des retours produits sont quelquefois tout simplement jetés. Donc, ça a un impact écologique. Donc, il y a une réflexion autour de cela. Quoi qu'il en soit, que ces services de livraison soient gratuits ou payants, ce qui est important, et c'est ce que relève aussi cette étude, c'est qu'il faut être transparent sur tous les frais que vous avez et que tous ces frais doivent être indiqués en amont du check-out. C'est important parce que c'est une attente des consommateurs, on le voit, et ne pas être transparent en amont du check-out sur ces frais, c'est s'exposer à un risque à la dernière étape du tunnel d'achat, un risque de la surprise et de la mauvaise surprise des frais, et donc potentiellement des abandons de panier. Donc vigilance là-dessus, d'autant que sur les
sur les frais complémentaires que l'on applique, si vous êtes transparent sur ces frais, vous vous éviterez probablement aussi quelques contestations clients ultérieures. Et on sait que des contestations clients, c'est des litiges à résoudre, et c'est un peu chronophage et difficile. Voilà. Alors, quatrième tendance qui ressort de cette étude, c'est que les consommateurs sont soucieux de la sécurité en ligne. Alors, revenons un instant sur le tableau qu'on vous présentait avec des chiffres sur les incontournables pour les consommateurs français. On en a déjà décrit deux d'entre eux, sur la transparence sur les frais, qui est un vecteur de fidélisation pour les clients. Eh bien, sachez que la sécurité est un élément également majeur à considérer. Dans cette étude, pour 56% des consommateurs, les informations de sécurité sur la page des paiements sont indispensables. De plus, 45% des consommateurs français souhaitent une authentification à deux facteurs. Alors, lorsque nous avons approfondi cette question avec les répondants, 75% d'entre eux nous déclarent que cette authentification à deux facteurs leur donnait l'impression que leur paiement était plus sûr et qu'ils avaient tendance à faire davantage confiance au site sur lequel ils achetaient. Du coup, la question à se poser va être de comment trouver un équilibre entre cet aspect de sécurité, d'une part, et l'expérience client, d'autre part. Alors, vous vous souvenez, lorsque l'authentification à deux facteurs a été introduite, ça en a fait trembler plus d'un. L'une des grandes inquiétudes d'alors, c'était que les clients perdent patience dans le process de paiement et que même certains, potentiellement, n'arrivent pas à finaliser leur paiement, ce qui aurait entraîné, donc, du coup, forcément, des taux d'abandon de panier plus élevés. Alors, nous avons interrogé les commerçants là-dessus, et ce qui ressort de leurs principales préoccupations, pour 52% d'entre eux, ils disent que les paiements longs et fastidieux sont un problème. Alors, il faut savoir quand même que les consommateurs sont généralement indifférents à de légers désagréments si cela signifie un niveau de sécurité plus élevé. La confiance est votre plus grand atout. Les commerçants doivent consolider la fidélité de leurs clients en instaurant ce climat de confiance. Et pour cela, il faut être bien accompagné, bien évidemment, dans cette stratégie en la matière. Et lorsque VP, comme d'autres commerçants, a subi cette mise en place de l'authentification forte, nous avons travaillé avec eux à une stratégie qui leur a permis de faire progresser de 15% leur taux d'autorisation. Et pour VP, bien évidemment, ça se traduit en plusieurs millions d'euros de revenus qu'ils auraient perdus si ce n'était pas le cas. Maintenant, cela pose bien sûr un défi aux commerçants, car ils doivent trouver un équilibre, je le disais, entre cet aspect de sécurité et puis l'expérience utilisateur sur le site. Alors, dans cette étude que nous avons menée, 75% des retailers perçoivent que les hauts taux de faux positifs sont un risque pour leur activité. Et je pense que le mieux pour en parler, c'est d'écouter ce que l'en dit le directeur des paiements d'Uber, et je cite: « La pire des choses, c'est de perdre un client alors qu'il essaie d'initier un paiement. C'est l'erreur la plus coûteuse que vous puissiez commettre, car vous avez tant investi pour son acquisition et maintenant vous le perdez pour des raisons dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. » Je trouve que l'éclairage en la matière est très intéressant. Alors, dernier point qu'on voulait évoquer dans cette tendance, c'est le sujet des chargebacks. Les coûts liés au chargeback sont problématiques. Et les retailers, du coup, méritent, c'est le moins, de les comprendre. Alors, pour rappel, un chargeback, j'enfonce une porte ouverte, mais le chargeback, c'est une contestation d'un client qui est au final arbitrée
en la défaveur du commerçant. Alors nous voulons vous partager ici quelques statistiques sur le sujet. Au niveau mondial, 27% des commerçants déclarent que leur taux de chargeback ont augmenté au cours des 6 derniers mois. Alors, si bien sûr on peut s'attendre à une hausse des chargebacks dans une période comme la nôtre, une période, je dirais, de récession, on n'est pas pour autant obligé de trouver cela acceptable. Et étonnamment, on a 2/3 des commerçants dans le monde qui ne reçoivent aucune analyse sur leur chargeback de la part du prestataire de paiement. Ils n'ont tout simplement aucune visibilité sur ces données, sachant que les chargebacks peuvent coûter pour certains commerçants des millions d'euros. Donc, votre prestataire de paiement doit absolument vous fournir cette information, elle est cruciale. Alors nous arrivons maintenant à la fin de notre intervention, avant la remise des prix dont on a attendu l'alerte. Et nous voudrions terminer sur une note positive, cette intervention. Le marché du e-commerce se développe, vous le savez, à grande vitesse, et avec quelques nuances intéressantes que nous avons souhaité, ou nous espérons vous avoir éclairées lors de cette étude aujourd'hui. Nous aimerions néanmoins attirer de nouveau votre attention sur la statistique avec laquelle nous avions entamé cette intervention. 83% des consommateurs français déclarent aujourd'hui que l'avenir du commerce est en ligne. Et on l'a vu, c'est légèrement supérieur à la moyenne mondiale. Et ce chiffre, Ingrid l'avait indiqué, est en augmentation par rapport à 2021. Et on a la conviction que ça va continuer dans ce sens-là. Alors on l'a vu aussi, la croissance du e-commerce. Dans cette croissance du e-commerce, il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu les marketplaces, il y a eu la vente de seconde main, il y a la livraison de repas, beaucoup d'autres exemples. Et je ne peux pas vous dire en fait précisément de quoi la croissance de demain sera faite, bien évidemment, je n'ai pas ce talent-là, mais une chose est certaine, c'est que cette croissance du e-commerce, elle va toujours s'appuyer sur une amélioration de l'UX de paiement, sur l'internationalisation aussi, tout en permettant d'avoir une expérience qui soit localisée. Et très probablement, elle va s'appuyer également sur des technologies innovantes, comme par exemple celles qui sont proposées et offertes par le Web3. Checkout a été créé justement pour fournir de telles armes aux entreprises et les accompagner dans leur croissance digitale. Et aujourd'hui, comme demain, nous serons présents. Merci, et on peut prendre quelques questions si vous le souhaitez.